Bon, est-ce que Walid Regragui a vraiment démissionné de son poste de sélectionneur de l'équipe nationale A du Maroc? C'est une information qui a fait le tour, mais bon, j'en avais déjà parlé il y a 10 jours, et dans toutes les vidéos que j'ai faites, je vous ai dit, rien n'est décidé, mais je vous donne beaucoup plus de détails maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la démission de Walid Regragui, c'est une vraie information. Je sais que ça a été démenti par une source de la fédération, etc. Mais bon, ça, c'est un jeu de communication pour le moment. C'est uniquement ça. C'est vraiment... il faut que, entre guillemets, la fédération aurait dû, elle, communiquer sur ça, en disant oui, on le maintient, non, on ne le maintient pas. Enfin, on accepte ou pas sa démission, parce qu'il n'y a même pas de maintenir ou pas de maintenir, c'est à eux de décider maintenant d'accepter ou pas sa démission. Donc ça, c'est un jeu de communication. Il n'y a pas de fake news autour de ça, parce que j'ai vu certains dire non, mais un membre de la fédération a démenti. C'est juste de la communication. La démission a bien été envoyée, demandée par Walid Regragui, qui veut quitter son poste de sélectionneur de l'équipe nationale A du Maroc. Maintenant, c'est à la fédération de prendre rapidement la décision parce que cette démission, elle date pas d'aujourd'hui. Parce que l'info ne sort qu'aujourd'hui, mais elle ne date pas du tout d'aujourd'hui, elle date d'il y a quand même d'un certain temps. Juste après la finale, je vous le dis, juste après la finale. Donc, maintenant, est-ce que c'est un moyen quand même? Parce que je ne sais pas qui a fait fuiter cette information. Moi, j'en faisais partie, oui, je l'ai fait fuiter, mais parce que voilà, c'est il y a 10 jours et que c'est à l'instant T, elle était vraie. Mais pourquoi elle refuite exactement aujourd'hui? Je pense que moi, l'explication que j'ai, c'est pour commencer à préparer une éventuelle décision. C'est où on le maintient, on ne le maintient pas. Après, il a repris son travail parce que contractuellement, tu es tenu d'aller au complexe Mohamed VI de football parce que contractuellement, dans son contrat, tous les membres du staff sont tenus d'être en fait dans leur bureau. C'est comme ça pour toutes les sélections, pour tous les entraîneurs des catégories de jeunes aussi, pour la DTN. C'est un système qui a été mis en place par le président de la Fédération marocaine de football, parce qu'avant, c'était quand même un peu, disons-le, le folklore. Tu avais ceux qui habitaient en France, qui allaient retourner en France pour travailler, ceux qui ne venaient pas au bureau, etc. Or que maintenant, non, c'est imposé. Faut venir au complexe, faut travailler, etc. Donc Walid Regragui et son staff ont fait acte de présence parce que contractuellement, mais également moralement, on va pas se mentir parce que c'est quand même des professionnels, ils sont tenus d'être au complexe pour préparer éventuellement les matchs amicaux de mars. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Walid Regragui, parce qu'on lui a aussi reproché ça, de ne pas avoir fait de conférence, etc., ce n'est pas lui qui prend la décision. Déjà, ça, faut le savoir. Lui, il peut demander, et il a demandé à justement, s'il reste en poste, à s'exprimer, mais maintenant, c'est pas lui qui décide. Surtout qu'il est en instance de départ vu qu'il a présenté sa démission. Si sa démission est acceptée, il s'exprimera, mais peut-être dans un autre média, pas en conférence de presse. Mais s'il décide, si la fédération décide de ne pas accepter sa démission et de le garder, à ce moment-là, ça sera ensuite à la fédération marocaine de football d'accepter ou non de faire une conférence de presse afin qu'il s'exprime sur ce qui s'est passé à la CAN. Parce que on parle beaucoup des blessés, etc. J'ai quand même cherché quelques petits éléments avant justement, et je vous le dis, s'il y a une conférence de presse, vous allez avoir les mêmes informations. Donc je vous les donne encore une fois, comme je le fais souvent, beaucoup de temps en avance. Parce qu'on va me parler d'Amrabat, parce que je suis allé me renseigner. Amrabat, quand il est venu, il avait une petite blessure, il a joué les 2 premiers matchs, ensuite il a eu une petite rechute. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était apte ensuite à jouer. C'était un choix tactique. Ensuite, autre chose, Amrabat a fait une opération. Mais cette opération, en fait, était déjà programmée bien avant la CAN. Voilà. Ça, déjà, mettez-vous ça dans la tête, c'est que c'est pas parce qu'il est venu à la CAN, qu'il s'est plus, entre guillemets, qu'il a aggravé sa blessure, qu'ensuite ça a entraîné une opération. Vous pouvez aller vérifier, vous pouvez aller chercher, vous pouvez demander à des sources au sein de son club. Vous aurez la même information et je vous le dis, c'est l'explication que vous allez avoir. Donc, je vous donne vraiment les explications aujourd'hui. Ensuite, on va me parler de Ounahi. Ounahi, et autre chose, je vais aussi chercher je vais sûrement chercher, mais en tout cas, il faut le savoir parce qu'on a parlé aussi de gêne pour certains joueurs, que ce soit Hakimi, que ce soit Ounahi. Mourinho, un jour, a dit tous les joueurs, ou quasiment tous les joueurs, jouent avec des petites blessures.
Et je peux vous le dire aussi parce que j'étais dans des staffs, c'est le cas. Beaucoup de joueurs jouent avec des petites gênes, etc. Tant que ça les empêche pas d'être à 100%, ils vont jouer. C'est comme pour Hakimi, on me dit qu'il avait une gêne. Il a toujours une gêne encore aujourd'hui. Pourtant, il joue avec le PSG. Ça n'a pas empêché Luis Enrique de le mettre sur le banc. Il faut quand même, au bout d'un moment, il faut être un peu logique dans ce qu'on dit. Il a une gêne, mais cette gêne, lui-même l'avait dit, ne l'empêchait pas d'être à 100%. Il était à 100%. Il l'a dit lui-même. Ensuite, le staff l'a dit aussi. Donc, qu'on parle de gêne, etc., je vous le dis, tous les joueurs ou presque ont des gênes quand ils jouent au football. C'est comme ça. Vous pouvez demander à n'importe quel joueur professionnel, allez lui demander. Beaucoup de joueurs jouent avec des petites blessures, des micro-blessures, on va appeler ça comme ça. Mais ça ne les empêche pas de pratiquer, entre guillemets, leur métier. Parce que oui, c'est leur métier de jouer au football, c'est leur métier de jouer avec des gènes physiques, c'est leur métier ensuite de tout donner sur le terrain. Ensuite, peut-être qu'on peut aussi parler de Ben Seguir. Ben Seguir, parce que on a aussi sorti d'une image de lui, de l'agent de Ben Seguir, qui serait l'agent de Walid Regragui, donc il l'aurait appelé parce que c'est les mêmes agents. Walid Regragui, Moussa Sissoko, il l'a depuis X temps. Ça date pas de cette CAN. Parce que certains ont voulu faire croire que il était avec Moussa Sissoko juste après la CAN pour parler de Ben Seguir. C'est faux. C'est son agent. Je le savais depuis 2014 et peut-être qu'il était même son agent avant. Moi, en tout cas, je me suis arrêté à 2014 parce que c'est là où j'ai connu Walid Regragui. En 2014, son agent, c'était Moussa Sissoko. Donc, et ensuite, Ben Seguir, c'est l'agent de... Ben Seguir est aussi le client, entre guillemets, de Moussa Sissoko. Ben Seguir, il vient avec ce qu'on appelle une pubalgie, si je ne me trompe pas. Mais, encore une fois, je suis même pas sûr que c'est une pubalgie. Mais bon, je me rappelle plus de la nature de sa blessure. Mais elle n'allait pas en fait l'empêcher de jouer. Ça aussi. Il était peut-être en méforme, etc., comme certains voudront le dire. Mais en tout cas, c'est un choix. Mais ensuite, il se blesse. On dit oui, c'est encore une fois, il l'a ramené blessé, mais il se blesse à la cheville. Il se blesse pas à sa petite gêne en fait d'origine. Il se blesse à la cheville. C'est totalement autre chose. Même chose pour Igaman, mais lui, vraiment, c'est le blessé. Mais Igaman, je vais revenir aussi sur ça rapidement. C'est qu'Igaman, c'était un réserviste au départ. Si Igaman il n'y avait pas un petit espoir de pouvoir le récupérer, on serait parti à 26-27. On n'allait pas partir à plus. Belhamri n'était même pas dans le groupe, et ça vous le savez. Igaman était dans le groupe parce qu'il était blessé et qu'il fallait en fait mettre en place un programme de rééducation qui a été validé également par le LOSC. Donc, les deux staffs médicaux ont travaillé en coordination, tout a été validé, donc le joueur a pu être dans le groupe. C'était vraiment le seul vrai blessé, justement, de l'équipe nationale. Et comme je vous l'ai dit, s'il n'avait pas été là, bah, tout simple. S'il avait été plutôt out et qu'on n'avait aucun espoir, il n'aurait pas été là, on serait à 26-27. Ça, c'est une certitude, je vous le dis aussi. Ensuite, on parle de Mounir. Mounir s'est blessé à l'épaule pendant un entraînement. Ensuite, voilà, il reste dans le groupe parce qu'on ne peut pas changer de gardien. On continue, enfin, ensuite, il fait son opération. J'essaie de ne rien oublier parce que je vais être le plus précis possible sur ce que je sais vraiment. On peut parler ensuite de quel joueur? Naïf Aguerd. Naïf Aguerd, pubalgie, qu'il traîne, une gêne aussi. Il est revenu à Marseille, il joue. Il joue à Marseille. Donc, pourquoi est-ce que à Marseille, on accepte qu'il joue et que certains supporters, certains médias n'accepteraient pas qu'il joue pour l'équipe nationale? Il joue à Marseille. Donc, ça veut dire que sa blessure ne l'empêchait pas d'être sur le terrain et de se donner à 100%. Ça, encore une autre info. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la démission a été clairement posée. Elle a été posée par le sélectionneur. Maintenant, c'est un jeu de communication, etc., qui se passe sur les réseaux, dans les médias maintenant, c'est ce qui va jouer. Mais, je vous le dis, il y a vraiment démission. Maintenant, il va, comme je l'ai dit, et d'ailleurs, j'en profite parce qu'on parlait de staff qui a été viré, un entraîneur adjoint qui arrive, un directeur sportif, etc. C'est faux. Tout est faux. On vous a menti depuis le départ. Il n'y a rien de tout ça. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, quand je faisais des vidéos, quand j'écris sur X, restez prudents. Moi, la démission, j'en avais parlé, pour être précis, le 20 janvier, c'est-à-dire 2 jours après la finale. On m'a posé la question, j'avais pas fait un post.
J'ai juste fait une réponse à quelqu'un qui m'avait posé la question. Il m'a dit oui, s'il avait un peu d'honneur, il aurait démissionné. J'ai dit il a démissionné. Et c'est exactement ce qui s'était passé aussi après la CAN en Côte d'Ivoire. Il a démissionné par 2 fois. Même pas une, hein, mais 2 fois. Il a demandé à être libéré parce que il estimait qu'il n'avait pas rempli son contrat et qu'il était prêt à partir. On l'a retenu. La fédération croit en son projet, etc. Ils veulent le retenir. Maintenant, suite à cette démission, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, mais je pense qu'on aura une décision très rapidement maintenant parce que dès que ces heures d'information commencent à sortir, ça pousse en fait à prendre des décisions. Ça, je vous le dis clairement. Mais moi, c'est le timing qui me gêne parce que les gens découvrent ça aujourd'hui, mais ça date d'il y a quand même un certain moment. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une raison derrière tout ça, c'est de la communication. La fédération est obligée de démentir et elle est dans son droit. Et par contre, je vais vous dire quelque chose. On m'a appris en communication et surtout dans le football, quand tu démens quelque chose, c'est qu'il y a anguille sous roche. Je vous le dis clairement encore une fois, j'ai travaillé dans la communication. Quand tu démens quelque chose, c'est qu'il y a quand même une petite part de vérité derrière. Pour ne pas dire même qu'il y a une vérité derrière. On va pas se mentir sur ça. Donc voilà, ce qu'il en est. Actuellement, il poursuit sa mission. La fédération décidera de trouver un remplaçant ou non. On parle de... les gens parlent de Thaler Sekchioui. Encore une fois, c'est selon les infos que j'ai. Et je peux me tromper parce que à ce niveau-là, tout peut changer très rapidement en termes de choix. Je n'y crois pas. Et je vous le dis clairement. Mais encore une fois, tout peut changer. Je n'y crois pas. Est-ce que ça sera un entraîneur étranger s'il part? Possible. Je sais que la fédération rêve d'un grand entraîneur, mais qui coûterait le prix d'un hôpital au Maroc. Mais je pense que ça se fera pas, quoi qu'il arrive. Et si ça doit se faire, ça ne se fera peut-être qu'en fin de saison. Mais voilà, il y a des rêves qui ont quand même certaines limites. Et je pense que celle-ci a quand même des limites. Donc clairement, là, il faut rester patient. Je pense que la semaine prochaine, on devra en savoir plus. Maintenant, à eux de choisir. Il reste, il part. Ensuite, s'il part, à eux d'accepter qu'il fasse une conférence ou pas. Parce que quoi qu'il arrive, il est salarié d'une fédération. C'est pas lui le dernier décideur sur tout. Il est décideur sur tout ce qui est équipe nationale A, mais sur tout ce qui est institution, il n'est pas décideur. La fédération prend son temps et elle a raison parce qu'il faut peser le pour et le contre, faire des bilans, etc. avant de prendre une vraie décision parce qu'il peut impacter ou positivement ou négativement l'équipe nationale A. C'est tout ce qu'il faut savoir. Donc chacun est dans son droit. Lui décide de partir. La fédération, pour le moment, temporise parce qu'elle a justement envie de prendre le temps. Surtout que contractuellement, son contrat ne se termine qu'en juin 2026. Juin, juillet, je pense. En tout cas, la Coupe du Monde 2026. À partir de là, elle prend son temps de se dire, est-ce que je continue avec lui parce que je crois en ce projet? Est-ce que je change? Je prends le risque de changer encore une fois à 6 mois d'une Coupe du Monde et avec un seul stage de préparation, voire 2 entre les deux, mais un seul vraiment avant la liste finale. Il y a beaucoup de réflexions autour de ça, je pense. C'est pas des infos, mais je pense qu'il y a beaucoup de réflexions autour de ça. Et ensuite, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, j'essaie d'être le plus clair possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je serai ravi d'y répondre, comme vous le savez. Je vous dis à une prochaine vidéo. On a le podcast avec Nasser Larguet qui sort demain. Et il y a énormément de choses très intéressantes qui ont été abordées lors de ce podcast. Sincèrement, il aurait pu durer 2, 3 heures, 4 heures. Vraiment, c'est pour moi un vrai intellectuel du football marocain. Et c'était vraiment un plaisir et je pense que ça va vous plaire. En tout cas, je vous vois à une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches parce que c'est le plus important dans la vie. Et aussi de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner. C'était aussi des petits gestes très importants pour la chaîne. Allez, slama.